bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 26 août 2024 et 19h14. Nous entamons la dernière semaine d'août. J'ai envie ça me rend un peu triste cette information, mais bon voilà, je vous la partage. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce pré-live avant la soirée du lundi. Bonsoir. J'espère que vous passez un bon moment, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que la reprise n'est pas trop difficile si vous avez déjà repris, force à vous. Et bienvenue dans ce live où nous allons jouer. Donc nous sommes lundi, donc il va y avoir une soirée du lundi à partir de 20h30 comme d'habitude. Je lance plutôt parce que j'aimerais réviser des trucs de culture pour le Culture Clash de Rayou. Je vais rappeler un petit peu ce que c'est tout de même pour mettre au parfum tout le monde, parce qu'entre les gens qui ont été en vacances, entre les gens qui n'ont pas vu tous les lives, bon, voilà, donc ça ne fait jamais de mal. Merci à tous d'être là en tout cas, et merci Fils Gérald pour ton sub gift, merci beaucoup. Ah, Udnas, merci beaucoup, c'est gentil. Merci, j'ai déjà envie de boire, excusez-moi. Hydratez-vous bien sûr. Merci beaucoup The Lemon Donny, merci beaucoup pour l'année de sub, c'est très gentil, merci beaucoup, bienvenue dans ton début de deuxième année du coup. Merci beaucoup, merci Kafalis pour le 30e mois, merci Bouchon pour les 2 ans, merci beaucoup, merci Dolphin pour les 2 ans également, merci beaucoup. Merci King Skylos pour le 10e mois de sub, Potatos pour le 5e mois de sub, Arkelion pour le 11e mois, Salg pour le 47e mois, Lulune pour le 3e mois, pardon. Merci beaucoup Pell pour le 41e mois, Aroark, merci beaucoup pour le 3e mois, Sarkastoon pour le 2e mois de sub, Greg pour le 5e mois, Nico Cops qui a sub, hein, je n'étais pas là, merci beaucoup pour le 8e mois, merci beaucoup, c'était bien aimable. C'est bien aimable, merci beaucoup. Et bienvenue à vous, n'oubliez pas d'étendre... Avez-vous étendu votre machine? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Avez-vous étendu votre machine? Avez-vous pris vos médicaments? Avez-vous pensé à changer et à faire la litière du chat? Avez-vous pensé à changer l'eau de votre chien? Si oui, vous pouvez prendre place. Sinon, il faut aller étendre sa machine là. Hop. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je suis désolée, hier j'avais annoncé que je ferais un live sur Elden Ring qui n'a pas eu lieu et je n'ai pas prévenu pour être tout à fait très transparente avec vous. J'avais le moral en berne hier soir. Je n'avais pas du tout envie de streamer, vraiment j'étais un peu depressed, mais aujourd'hui ça va mieux. Donc j'ai pas fait le live alors que c'était prévu normalement, mais voilà, tout va mieux. Mais bon, enfin, j'ai pas envie de me forcer dans ces cas-là, j'étais pas dans le mood quoi. J'étais pas dans le mood. Et vous pensez à prendre votre douche cette semaine? Bien sûr, bien sûr. Tu as reçu le paiement d'Antoine? Non, toujours pas. Toujours pas, j'attends désespérément. Donc ce soir, nous sommes en soirée du lundi. Alors d'abord, on va commencer par la culture. Et à 20h30, on ira sur Lockdown Protocol, que j'avais repéré chez Ponce, qui avait l'air cool. Et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion. Et Mintos, ça avait envie de le faire aussi. On est au quasi complet. Je crois que ce soir, il y a tout le monde sauf MV, si je dis pas de bêtises. Donc on sera vraiment nombreux, on sera 8. Et c'est un genre de Among Us, on va dire. C'est un genre d'Among Us. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu le jeu. On n'a jamais joué, aucun d'entre nous n'avons joué si je ne dis pas de bêtises, donc ça va être une totale découverte pour nous. Donc qui dit nouveau jeu dit ça va être cafouilleux, donc ça risque d'être un petit peu rigolo. Merci beaucoup Marocco, merci beaucoup pour le 20e mois de sub, merci Milancoa pour le 34e mois de sub, Quentin Nous, merci beaucoup pour le 6e mois de Prime, Black Bass pour le 33e mois, merci beaucoup, merci Kirono pour le 37e mois, Kinoln, merci beaucoup pour le 26e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un jeu à Mintos, bah on peut dire... Pas tellement un jeu à Mintos, c'est pas... Enfin, faut voir à quel point c'est mal codé, mais c'est pas tellement un jeu à Mintos, j'ai envie de dire. Le jeu a l'air un peu trop sérieux pour être un jeu de Mintos. Voyez-vous? Ah non, la classification, elle est particulière. C'est pas parce que c'est Mintos qui propose le jeu que c'est un jeu de Mintos. Qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair, il ne faut pas se laisser abuser par cette formulation. Le jeu est un banger. Ok, donc c'est pas un jeu à Mintos, c'est vraiment confirmé, quoi. Mintos devrait lancer sa boîte de création de jeux vidéo. Oui, avec des jeux mal codés, ce serait rigolo. Ce serait rigolo. La bande-son du meilleur jeu en fond. Bah souvent, hein. Souvent la bande-son de Céleste, elle traîne dans un coin. Ça traîne dans un coin. Bref, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que personnellement à Montpellier il fait encore très chaud. Et je voulais dire un truc et je sais plus ce que je voulais dire.
Donc si ça me revient pas, c'est que c'était pas important. J'aimerais faire des révisions de culture pour le Culture Clash lors de mes vacances. Il y a eu plusieurs annonces, je vais les répéter. Je suis désolée pour ceux qui étaient là sur la live, mais bon, le métier de streamer, c'est aussi de beaucoup répéter les choses. Il va y avoir The Event dans Jésus, Marie, Joseph dans 2 semaines. Pas prête du tout. Dans 2 semaines, nous n'avons pas encore fait les donation goals. C'est un truc qu'on fera soit cette fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Je verrai, mais on prendra un moment pour discuter des donation goals, mais ils n'ont pas encore été faits, donc c'est normal que vous ne trouviez pas de commandes ou ce genre de choses. Pour les donation goals qui étaient en cours, qui n'ont pas été encore réalisés des années précédentes, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas réalisés, c'est juste qu'il y a des choses qui prennent plus de temps, il y a des choses que j'avais un petit peu zappées aussi, pour être honnête. Typiquement, la semaine de matinale qu'il faudrait qu'on fasse. Donation goal, je me suis dit, oh, c'est très simple à réaliser une semaine de matinale, je peux le faire quand je veux. Du coup, je le fais pas. Donc, les donation goals des années précédentes seront réalisés, don't worry. Mais c'est pas forcément dans les mois qui suivent le The Event. Et les suivants, ils seront principalement sur place. Donc, ça va être des trucs qui vont être moins demandants en organisation et plus faciles à réaliser. Et on va y réfléchir ensemble. Et l'autre annonce qui a été faite pendant l'été, c'était le Culture Clash de Rayou, qui est une émission de culture générale qui aura lieu au Grand Rex à Paris. Toutes les places de la billetterie ont déjà été vendues, j'en suis navrée. Qui aura lieu le 19 septembre, donc une semaine à peu près après le The Event. Et donc on aura 8 streamers avec 8 candidats de télé-réalité, n'importe quoi, de jeux télévisés, pardon. 8 champions, des gens qui ont gagné beaucoup de victoires successives sur des jeux comme, je crois qu'il y a Tout le monde veut prendre sa place, qu'il y a Question pour un champion, qu'il y a Slam, j'en oublie une, les 12 coups de midi. Et c'est des gens qui ont fait beaucoup de victoires, et on sera en duo chacun avec un champion de jeux télévisés pour essayer de remporter ce Culture Clash. Mais du coup, votre streameuse a quelques lacunes, n'est-ce pas? Donc, je prends un peu le truc à cœur. La question que vous allez me poser est la suivante. Y a-t-il un cash prize? Non, c'est pour l'honneur que je le fais. Donc, je révise des choses qui sont sorties de ma mémoire, des trucs de culture générale. Et même si ça tombe pas, c'est pas grave, ça ne sert jamais à rien. Et c'était un truc que je faisais au tout début de ma chaîne, donc c'est un peu rigolo. Merci beaucoup Murten, merci beaucoup pour le 23e mois. Merci Onjac pour le 23e mois également, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Oui, après j'avais remercié Milankoa, 34e mois. Il me semble que j'ai remercié. Salut EHS. Et en fait, au tout début, pour ceux qui sont vraiment les vieux de la vieille, j'ai commencé à streamer, ça va bientôt faire 5 ans pile poil. L'anniversaire de la chaîne, il est dans pas longtemps, il est en tout début septembre, je crois que c'est le 3 si je dis pas de bêtises. Et au tout début, donc il y a 5 ans, je faisais beaucoup de GeoGuessr, mais je faisais aussi beaucoup de quiz de culture générale. Et j'en ai refait régulièrement depuis 5 ans, mais jamais autant qu'au début de la chaîne. Et en vrai, ça me fait grave plaisir. En fait, c'est marrant de revenir un peu à ça, je trouve. Et ça se prête bien avec le Culture Clash. En fait, Jetpunk, c'est un site de quiz sur des thèmes très divers et variés. Si vous aimez la géo, alors Jetpunk, vous allez être ravis parce qu'il y en a vraiment beaucoup des quiz sur la géo sur Jetpunk. Mais c'est un site de quiz qui vous permet d'étoffer un peu votre culture générale. Moi, c'est grâce à ce site que j'ai réussi à retenir le nom des 196 pays reconnus par l'ONU et à peu près l'endroit où ils se trouvent, sauf les îles de l'Océanie. Je sais qu'elles sont à peu près dans ce coin-là, mais basta, quoi. Coucou Louise, tu vas bien? Petite soirée triviale poursuite et rigole, Louise. Rigole. Il est à portée de main, hein. Il est à portée de main, hein. In case of emergency. Tu connais les pays mais pas leurs drapeaux? Non, pas tous, non. Mais c'est dur à retenir les drapeaux. Je trouve que retenir l'emplacement des... Après, ça doit dépendre de comment votre mémoire fonctionne, mais je trouve que retenir la liste des pays du monde, leur emplacement et leur capitale, je trouve ça plus simple à retenir que les drapeaux. Parce que les drapeaux, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Notamment en Afrique, il y a beaucoup de drapeaux qui ont des variations de vert, jaune et rouge et qui ont un tout petit élément qui change et du coup, c'est pas évident, quoi. Flonflon qui me poke, mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Flonflon.
Merci beaucoup Eldaran pour le 11e mois de sub, Spike Lennox pour le 22e mois, Neftis, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, The Dadal pour le 51e mois, Arkea pour le 25e mois, Mister Nico pour le 21e mois, merci beaucoup et merci Murten pour les comptes. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup Murten, c'est très gentil, merci beaucoup et merci pour ton 23e mois au passage, merci beaucoup. Je connais cette boîte, c'est le début de la fin. Je l'ai sorti l'autre jour, je vous ai posé plein de questions. Vous voulez des petites questions là? Je fais genre 2 cartes et après on passe sur Chatpunk. Flonflon t'attends, mais j'ai pas rendez-vous avec Flonflon. J'ai pas rendez-vous avec Flonflon, j'avais un planning. J'avais des choses de prévues. Alors... Que 2 cartes? Bah oui, après il faut faire d'autres choses. Alors, ma question est la suivante. Strasbourg est-elle plus proche de Bruxelles ou de Lyon? Vous avez le droit de répondre, hein, c'est à vous que je pose la question. Et merci Eldaran pour le 11e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup Spike Linux, je crois que je l'avais déjà dit pour le 22e mois, merci beaucoup. Ma théorie, j'ai pas regardé la réponse encore, ma théorie c'est que c'est Lyon parce que ça a l'air d'être plus évident que c'est proche de Bruxelles. C'est Bruxelles la réponse. Lol, j'ai essayé de faire... En fait je me suis dit vas-y c'est un piège et tout. Alors attendez, je prends la carte. Lyon, Strasbourg et Bruxelles. En même temps, Bruxelles... Ouais, non. Hein. Ah, ça se joue à pas grand-chose quand même, cette histoire. Si je peux me permettre, c'est quasiment équidistance. Ici, nous avons Lyon. Vous voyez pas mon curseur, mais vous savez où est Lyon. J'ai peut-être pas besoin de vous montrer. Strasbourg et Bruxelles. On est quoi? On est à 3 km près, je pense. À vol d'oiseau. À vol d'oiseau ou en voiture? Non, je pense qu'on parle à vol d'oiseau. Non, sinon ça n'aurait pas de sens. Merci beaucoup Fremantle pour le 13e mois de sub également, merci beaucoup. À quelques centaines de kilomètres? Non, pas à ce point, je pense pas franchement. Je pense pas, hein. Strasbourg est quasiment à équidistance entre les deux. Hein. J'ai droit à mesurer une distance? Oh, jure, on peut faire ça? Je savais pas. Alors, à vol d'oiseau, entre Bruxelles, mais là je suis pas vraiment à Bruxelles là. Bon, entre Bruxelles et Strasbourg, il y a, on va dire 340 km, je corrige le point qui est pas précis. Et l'autre truc, merde, je me suis trompée. Merde, attendez. Voilà. Et l'autre, ici, c'est 400 km. Ouais, il y a une différence d'une 50aine de kilomètres à peu près. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, excusez-moi, je savais pas. Qu'on pouvait mesurer des distances sur Google Maps, vous le saviez? Vous faites genre, bah oui, c'est évident. Voilà, bah comme ça, vous apprenez. On se le fait tout le temps. Bah excusez-moi, je le savais pas. Excusez-moi d'apprendre. Merci Cathy Volkus pour le 38e mois de sub, merci beaucoup. C'est turbo caché, mais j'avais pensé à faire clic droit en fait sur Reims. Itinéraire à partir de ce lieu, itinéraire vers ce lieu. Plus d'infos, recherche de proximité imprimée. Ajoutez votre établissement, non, distance jusqu'ici, effacer la mesure. Ok. Oh, on peut faire des petits dessins. Essaye de faire un polygone avec les lignes, tu as aussi la surface. Ouais, bah je vous crois, hein. J'ai atteint la limite de points. Non, mais en vrai, c'est pratique pour faire un road trip. Genre, j'ai vu que Manon Bril, par exemple, elle était partie en vacances Espagne-Portugal et qu'elle avait fait tout un truc, elle l'avait mis sur Instagram et qu'elle mettait tout son périple comme ça, je sais plus par où elle est passée. Du coup, si tu le fais en voiture, tu peux vraiment calculer le nombre de kilomètres que t'as et à peu près savoir les étapes et tout, c'est pratique en vrai.
Je m'en sers pour planifier des courses d'une certaine distance pour courir. Ah, c'est malin. Oh, mais j'y peux rien si vous avez des trop gros cerveaux pour moi. Merci beaucoup Fidget, merci beaucoup pour le 39e mois. Merci beaucoup, merci Vorgos pour le 3e mois de sub. Circanem également pour le 32e mois. Merci beaucoup. Bon, question suivante. Question suivante, la culture n'attend pas. En quoi Björk était-elle habillée lors de la cérémonie des Oscars 2001 ? C'est qui? Non, un peu sérieux, Björk C'est pas... En signe? Ah oui. Mais oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la réponse? Le signe, non. Ah ouais, Amanda Bricot qui l'avait. En n'étant pas sûr, mais si, il y avait Steve Jobs aussi. Quelqu'un qui avait dit en loutre. Putain, vous étiez deux. T'étais pas né en 2001. Bah, t'étais pas né pendant les pyramides et pourtant tu connais l'existence des pyramides d'Égypte. Bon. Voici la tenue de Björk aux Oscars en 2001 qui était en signe. Pourquoi pas. La photo est assez culte et ressort de temps à autre. Eh ben, excusez-moi, mais je ne l'avais jamais vue. Je ne l'avais jamais vue. Et merci Scottsbury, merci beaucoup pour le 2e mois. On traîne fort, là. On traîne fort. Là, on prend le truc très à cœur ici. Hein. Ici, on fait les choses à fond ou on ne le fait pas. Question suivante. Quel président américain aurait fait bloquer 2 pistes à l'aéroport de Los Angeles pour se faire couper les cheveux à bord d'Air Force One? J'aurais pu faire un truc pareil. Reagan, sûrement. Je pensais un peu à ça, ouais. Je pense que c'est pas Trump parce que je crois que ma version du Trivial Pursuit, je crois que la dernière édition date de 2016. Donc Trump n'était pas encore président. C'est Bill Clinton. Il s'agirait en définitive d'une rumeur infondée. Okay, super, ça c'est vraiment de la culture ça. Ça c'est vraiment la culture que j'ai envie d'apprendre. Bill Clinton, aéroport, cheveux. La recherche de débile. Une coupe de cheveux qui suscite la polémique aux États-Unis. Article de 1993. J'adore les anecdotes sur les présidents américains, je les collectionne. Est-ce que t'as déjà entendu parler de certaine Monica, Sélénite? Merci beaucoup Dap Cordial, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci beaucoup, merci Juge, merci beaucoup pour le 28e mois également, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas réviser sur Lévinas, Florence? Non. Enfin, je devrais, vous pensez? En fait, il faut que je sache les obsessions de Ryu, en fait, parce que Ryu va y avoir... Ils ont posé des questions sur Smash, ça va être l'enfer. Les obsessions de Ryu, c'est... Smash, Minecraft, les drapeaux. Mais est-ce qu'il y a des obsessions plus récentes? Moi, je sais que Zamboni a créé la surfaceuse grâce au Trial Poursuite. Parce que vous savez, on a tous des petites obsessions du moment. Genre, en ce moment, mon sujet de prédilection, c'est quoi? Je réfléchis à ce qui m'obsède un petit peu en ce moment. Je sais pas, en ce moment, je me tape beaucoup de phases sur le corps humain. genre hier... J'ai un peu honte, mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant que... les spermatozoïdes sont produits en permanence. D'accord? Toute votre vie, si vous avez des testicules, vous produisez des spermatozoïdes. Mais tu ne produis pas des ovules au cours de ta vie. Genre, les ovules sont produits in utero. Et en fait, une fois que ton stock il est terminé, il est terminé. Genre, tu es arrivé au monde, ton stock il est déjà
définie. Et je trouve ça fascinant. Mais genre vous allez pas être fasciné, je pense. Je le savais déjà, hein, mais juste je me suis tapé une phase là-dessus en me disant c'est dingue, c'est parmi les seules cellules qu'on n'arrive pas à créer de nous-mêmes les ovules. Genre ça se crée in utero. Pourquoi ça se crée in utero? Ça j'ai oublié la réponse, tu vois. Mais je suis fascinée. Je trouve ça curieux que les spermatozoïdes, il y a une production continue, mais pas les ovules, vous voyez. Bon bref, il y a que moi que ça, y a que moi qui trouve ça, ce fact un peu, je le savais déjà. Mais des fois, tu repenses à un truc que tu sais déjà et tu te dis, Bon bref, voilà. Et en ce moment, je pense à beaucoup de trucs du corps humain où je me dis, putain, c'est fou quand même. Je crois que c'est ça, mon obsession du moment. Ouais, t'as un petit pack de bienvenue, quoi. Les couilles sont donc des énergies renouvelables? Bah, techniquement, oui. Je suis intéressée de savoir si on peut connaître le nombre. Le nombre de quoi? D'ovules? Il me semble que de toute façon, tous les ovules n'arriveront pas à maturation. Mais ça doit se savoir à peu près combien tu produis d'ovules in utero, je pense. Attends. Combien d'ovules? Quand une femme vient au monde, elle a déjà tous ses ovules. Elle en possède environ 400 000 à la puberté et n'en aura plus un seul à la ménopause. L'ovulation est la libération d'un ovule par l'ovaire. Voilà. 400 000. Mais c'est pas 400 000. Les 400 000, vous n'avez pas 400 000 cycles de règles. Il y en a plein qui n'y arriveront jamais à maturation, quoi. Et une femme aura environ 500 ovules libérés. Ouais, ça fait quand même un taux de déchets quand même non négligeable, hein. 500 ovules libérés, ça veut dire à peu près 500 cycles de règles. Le ressenti, c'est plus, hein. Franchement, ressenti, c'est plus. Tu savais que l'ensemble des nerfs d'un seul être humain, tu peux faire 2 fois le tour de la planète Terre avec? Oui. Oui, et aussi les intestins, l'intestin grêle, je crois. Je crois que c'est une longueur de 7 mètres en tout. Attends, longueur de l'intestin grêle. 10 mètres. Bon, excusez-moi. Voilà. C'est quand même long, ce sac de nœuds, quand même. 400 000 ovules pour qu'au final, je sois malade et qu'ils soient tous inutiles. Je rigole, Sigmund Freud, parce que je me dis la même chose. Tout ça pour qu'il soit défaillant, quoi, putain. Du coup, tu peux éternuer et perdre tous tes ovules d'un coup. Mais non, enfin... Fun fact, l'os hyoïde est le seul os du corps à n'être articulé à aucun autre. C'est quoi l'os hyoïde? C'est la mâchoire? L'os de la mâchoire, il est attaché, non? Ah, l'os hyoïde localisé dans le cou joue un rôle clé dans des fonctions telles que la déglutition, la parole et la respiration. Il peut être... Mais comment il tient du coup? Il peut être affecté par des conditions telles que les kystes du tractus. Des mots incompréhensibles. Ah, il y a un os là? Attends, jure. Il y a un os là. Ah, il tient avec les ligaments. Je trouve que l'anatomie, c'est vraiment passionnant pour le coup. En fait, le fonctionnement du corps humain est vraiment passionnant à partir du moment où il est très vulgarisé. Genre, j'ai plein d'amis qui sont en médecine et qui m'expliquent des trucs tout le temps et je trouve ça trop passionnant. Et dès que ça part dans le jargon, je suis un peu en mode... je vais vous montrer. Hein. Hop. Je vais voir mon os hyoïde. Bah, je savais pas qu'on avait un os ici, hein. Mais oui, mais parce que sur les squelettes, il est jamais représenté cet os. Comme il ne tient... Il est rattaché à rien. Du coup, quand t'as quand t'as des squelettes en face de toi, il y est jamais celui-ci. Parce qu'il tient pas, il tombe. Donc c'est pas déconnant de pas savoir qu'il existe pas. Enfin, qu'on sait pas qu'il existe, quoi. Il tombe à l'âge adulte, bien sûr. Il se casse quand quelqu'un est étranglé et du coup c'est un signe très important en médecine légiste. Ah ouais? Ah, c'est grâce à ça qu'on sait. Oh,
Mais vraiment, je vais vous embarquer dans ma poche hein, pour le Culture Clash. Hein. Je pense qu'à nous tous, et on peut faire un bon score, je pense. Hein. Parce que vous avez chacun vos spécialités, entre ceux qui sont ingés, entre ceux qui ont fait des études de philo, entre ceux qui sont orthoptistes. J'ai découvert qu'il y avait un taux d'orthoptistes dans ce chat, une dinguerie. Je pense qu'on peut vraiment s'en sortir. Hein. On prendra les ardoises dans le public pour te souffler les réponses. Moi, je peux aider pour la culture Taylor Swift si tu veux. Voilà, par exemple, mis bout à bout, franchement, on est indécrottable, hein. On peut sûrement avoir 2 bonnes réponses à nous toutes. Merci beaucoup, Mira. Merci beaucoup pour le 31e mois. Merci beaucoup. Merci, Hubert, pour le 41e mois. Flammegraph pour le 7e mois de sub également. Merci beaucoup. Moi, Taylor Swift, je suis aux fraises, hein, donc j'aurais bien besoin de vous. On continue. Dans quel roman classique publié en 1868 retrouve-t-on Meg, Jo, Bette et Amy? Sans savoir. Oh, je l'avais. Les 4 filles du Docteur March. Tout à fait, c'est ça. Par contre, tu m'aurais demandé la date. J'aurais fait la gueule. Little Woman en VO. Ah, je savais pas que c'était ça en VO. Ok. Next. Comment s'appelle la couche de la Comment s'appelle la couche de la stratosphère qui absorbe le plus de radiation ultraviolette? Je l'avais aussi. C'est la couche d'ozone. C'est la couche d'ozone. Alors, ma question est... Il y a des gens qui ont dit ionosphère. Est-ce que la ionosphère et la couche d'ozone, c'est la même chose? C'est des synonymes ou pas? Non? Comment ça, vous êtes autant à répondre non d'une façon aussi vive, mais enfin... La ionosphère est plus haut que la stratosphère. Attendez. Qu'est-ce que je pourrais taper? Si je mets stratosphère, peut-être que j'aurai... Stratosphère. Stratosphère. Je voudrais la liste des couches. Un schéma, quoi. Comme celle-ci. Parfait. Parfait. Attendez, je vous joue la mets, hein, mais c'est juste que j'aime pas faire des recherches avec le partage d'écran. Voilà, c'est ça que je voulais faire. On entame les 2 ans sur de la culture. Trop content d'être ici. Merci Randomer pour le 25e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc la troposphère, c'est là où il y a les nuages et jusqu'où les avions peuvent voler. On est d'accord? Entre 0 et 12 km. On est en after Ogiac, c'est pour ça que tu as 90% d'experts sur le chat. C'est possible en vrai. Ensuite, il y a la stratosphère avec la couche d'ozone qui est un poil, enfin, qui est là-dedans, mais qui est plus haut que la troposphère. La mésosphère, là où il y a les météorites. Ok. La thermosphère, là où il y a les aurores boréales. Oh, c'est si loin que ça, les aurores boréales. What the fuck? Quoi? Non. Quoi? Vous voyez ça où? Bah pour moi c'était une espèce d'illusion... Enfin c'était pas une illusion d'optique mais c'était un effet... Ça se voit que j'ai pas fait une filière scientifique. Pour moi c'était un espèce d'effet de lumière un peu comme l'arc-en-ciel qui se passait à peu près au niveau des nuages. Enfin genre en fait j'ai jamais réfléchi où étaient les aurores boréales en fait. Mais je le voyais comme les arcs-en-ciel en fait. C'est très haut, putain, j'en savais rien du tout. Dans la thermosphère, ok. Et ensuite, c'est l'exosphère. Ok. Et alors, vous parlez de la ionosphère, mais du coup, elle y est pas sur le schéma. C'est qu'il est incomplet ou... La ionosphère, c'est une partie de la mésosphère. Toute la thermosphère et une partie de l'exosphère. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Couvre donc une partie de la mésosphère. Ouais, c'est... Attends, alors du coup. Couvre une partie de la mésosphère, thermosphère et une partie de l'exosphère. Ok.
Mais c'est quoi? L'échelle est à chier, non? Oui, mais bon, chipotez pas, on fait ce qu'on peut. Je vous ai pris le premier schéma que j'avais sous la patte. Les aurores peuvent aller avec un gros problème sur les satellites d'ailleurs. Ah bon? C'est pas l'échelle, mais vous avez l'idée, quoi. La Terre n'est pas plate. Attends, j'ai une copine qui m'a raconté que... Attends, c'est quoi le dos? Je me souviens plus, donc je peux pas vous raconter. Par rapport aux platistes, qu'en gros, les complotistes, ils estiment que la Terre plate, c'est un faux complot. Je sais plus. J'essaie de me raccorder au... Voilà, mais... Cyril, on n'a pas l'histoire. Non, mais je vais lui envoyer un message. Attendez. C'était quoi? C'était quoi ton histoire de platiste et de complot? On aura la réponse dans quelques instants. Pas de pression, mais 2300 viewers attendent la réponse là. J'ai envoyé le whiz. Bon, ok, donc, donc la ionosphère, donc ça prend ça. Et genre, ça pourrait être intéressant, genre, question, Rayou pose une question. Comment il pourrait tourner ça? Genre, il va pas dire où ça se passe les aurores boréales, ça serait mieux tourné, mais en gros, l'idée c'est où ça se passe les aurores boréales, et il faut que je buzz en faisant dans la thermosphère sur ce son-là. Avec cette énergie. À quelle altitude se trouve-t-elle? Entre 80 et 700 km de la Terre. Mais ici, c'est à combien de kilomètres? Attendez. Merde. La personne m'a répondu un message vocal. Attendez. Non mais vous m'avez demandé la réponse. J'arrive. Donc, la théorie. Et franchement, ma pote, elle est vive quand même. La théorie, c'est qu'en gros, les gouvernements ont inventé la théorie de la Terre plate pour que toutes les théories du complot soient assimilées aux platistes et pour rendre ridicules les théories du complot. C'est clair ou c'est pas clair? C'est très clair. Et je me suis dit, quand elle m'a dit ça, j'étais en mode « Ah ouais !» C'est la théorie de la théorie du complot, vous comprenez? Donc la théorie du complot est un complot. On remet les choses à plat, c'est bon. C'est de la méta-complot. Vous comprenez? Mais c'est vrai que quand tu croises des complotistes, les complotistes, ils vont te dire « Non, mais je suis pas complotiste, je crois pas à la Terre plate non plus, quoi. » Bon, bref, voilà. Donc ma question qui était la suivante était « Je ne sais pas combien la Terre fait en profondeur. » C'est pas un bon terme, mais genre, si je creuse un trou pour aller jusqu'au centre... Attendez, je veux voir les couches de la Terre. Couches de la Terre et les distances surtout. La structure interne de la Terre, c'est exactement ce que je veux voir.
On n'est pas rendu, hein. Mais il n'y a pas les distances. Si, il y a les distances. Ça y est, j'ai trouvé avec les distances. 12 300 de diamètre. Mais comment vous vous souvenez de ça? Je comprends pas. Genre, j'aimerais bien retenir cette information. Elle m'intéresse, mais genre, je n'y arrive pas, quoi. 12 300. Et j'allais dire, bah non, mais c'est 6 300. Mais là, en fait, c'est que vous faites le double. Genre, la Terre mesure 12 000 et quelques. 40 000 de circonférence. Bon, mon truc, il est juste ou pas, là? Trop content du retour. Parce que c'est peut-être pas utile dans la vie quotidienne. Oui, mais... Si on retient que les choses utiles de la vie quotidienne, on retient pas grand-chose. Honnêtement. Tu fais 40 000 km, tu divises par 2 fois pi pour avoir le rayon. Est-ce que c'est une tentative d'intimidation, ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est une tentative d'humiliation? Ou est-ce que vous voulez juste... Ou est-ce que c'est juste l'instant où vous vous dites « Ah, comme ça, mon bac S m'aura pas servi à rien !» Putain, ça me rappelle le bon temps quand on n'avait pas le channel science dans le Discord. Là, ça me rappelle le bon temps. C'est des maths, mais c'est bien le problème. C'est des maths niveau collège. Moi, je n'ai même pas retenu mon ex. Oh non! J'ai fait elle, je suis en terre inconnue, on est ensemble. Enfin, j'ai fait écho, mais... Merci Phonopsis pour le 29e mois, merci beaucoup. Merci Luando Sky pour le 23e mois. La capitale du Belize, Jean Foutaquin, je l'ai pas. La capitale du Belize, je l'ai pas. La capitale de la Suisse, par contre, Oron, c'est Berne. Merci beaucoup Vincent Vega, merci beaucoup pour le 47e mois de sub. Soladev pour le 14e mois. Biker pour le 51e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Fleflelux également pour le 35e mois. Sina pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. En spé éco, il y a des maths, non? Non. Non, quand t'étais en éco, de mon temps, t'avais une spé maths et une spé éco, mais dans la spé éco, tu faisais pas de maths, hein. Dans l'aspect éco, moi j'ai étudié les théories d'économistes célèbres comme Keynes, Smith, qui c'est qu'il y avait d'autres, Schumpeter, ce genre de dude quoi. On avait fait Marx aussi, je me souviens. On avait fait aussi Durkheim. On avait fait quoi d'autre? Je me souviens plus. Adam Smith, ouais. Peter, MDR, ah bah on n'est pas... Putain, vous faites tous des blagues sur Peter depuis tout à l'heure. Vous valez pas mieux qu'une classe de 16 ans, quoi. En première éco. Il y avait Ford aussi qu'on avait étudié, il me semble, ouais. Je me souviens plus de tous, mais en gros, moi, en spé éco, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié les théories économiques, quoi. Principalement capitalistes, d'ailleurs, mais pas que, mais... 16 ans, généreux? Bah si, en première, t'as 16 ans. Tu passes le bac à 17-18, à peu près. Avec la main invisible du marché, vous savez, qui régule tout de façon magique, là. En vrai, si je pouvais... Franchement, je suis sûre que si je retombais sur mes fiches de l'époque, si je me souvenais de toute la théorie de Schumpeter, de Adam Smith, de Keynes, etc. et tout, franchement, ce serait la belle vie, hein. J'aurais une culture de fou, hein. Juste des généreux pour la façon d'agir. Ah oui, c'est vrai. Adam Smith, c'est le maître à penser des ultra-libéraux et des libertariens. Totalement, ouais. Totalement. Bon, bref, alors on était sur la Terre. Donc, je sais pas ce que c'est que c'est... Ah si, il y a la croûte continentale. Ok, la croûte continentale. Genre là, actuellement, on est sur la croûte continentale. Genre là, où repose ma chaise, je suis sur la croûte continentale. Et vous aussi, vous êtes actuellement sur la croûte continentale. Pourquoi le mot croûte est un peu drôle? Je trouve que le mot croûte, il a un... C'est comme le mot mitre.
croûte. Genre en fait j'ai l'impression que c'est un mot familier, mais genre même quelqu'un de très pompeux, genre Nadine de Rothschild, elle devait dire le mot croûte, tu vois. Bon bref, c'est une autre histoire. Donc la croûte continentale, la croûte océanique. En plus le fait qu'il y ait un petit accent circonflexe sur le U, je trouve ça... Enfin bref, il est très mignon ce mot quoi. Croûte. Croûte. C'est comme l'expression je me suis croûtée, on l'utilise plus assez si vous voulez mon avis. Bon bref. Donc la croûte océanique. Ensuite il y a le manteau supérieur, le manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne. En vrai t'as 3 termes à retenir. Croûte, manteau, noyau. Et on est bon hein. Master en géosciences, ici c'est nécessaire. Bah si mes sources sont fausses, faut pas hésiter à crier dans le chat. Et le voir plus bas aussi. Bizarre cette dénomination. Cette dénomination. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Sûrement un puits. Et genre question bête. Jusqu'où quand on fait du forage par exemple, on va jusqu'où? Et de manière générale, jusqu'où on est allé le plus loin? Parce qu'il me semble qu'il fait chaud à l'intérieur, là. 10 km max? Sérieux? 12 km, c'est tôt? Le forage reste dans la croûte. Déjà pas mal? Oui, c'est beaucoup, mais je m'attendais à plus. C'est immense, 12 km. Oui, mais enfin, quand tu sais que pour aller jusqu'au noyau, t'en as encore pour 28 000 et quelques. C'est pas... 2800, pardon, c'est pas énorme. Cherche puits de cola. Pourquoi vous parlez tous du puits de cola? C'est le truc du forage, là? Puits de cola. Donc ça, c'est les Russes. Oh, il y a du coca au fond. Le forage SG3, forage profond de cola, ou encore forage de Zapoliarny, j'arrive pas à lire, du nom de la ville la plus proche, est un forage effectué à partir du 24 mai 1970 jusqu'en 89 en URSS dans la péninsule de Kola. Ce forage est le forage le plus profond du monde. En longueur totale, il a toutefois été dépassé en 2008 par le puits de pétrole Al-Shaheen, mesurant 12 001 au Qatar. Et après, il y a eu un autre puits, donc c'est pas le plus long en fait. Mais ils ont fait ça quoi? Dans le contexte de la guerre froide pour dire qu'ils avaient la plus grosse ou Pour voir? C'est pas le plus long mais le plus profond. Alors ça faut m'expliquer. Pas le plus long mais le plus profond, c'est-à-dire... Peu forêt en diagonale là. Ah, dans ce sens-là. Ok, ah oui, je vois, oui. Oui, moi j'imaginais bêtement que le truc était droit vers le noyau, mais pas du tout. Ok, très bien. Le but de ce forage était de creuser le plus profondément possible avec un objectif à 15 000 mètres, afin de traverser la croûte terrestre et ainsi accéder au Moho. Pour mieux comprendre sa composition et les mécanismes internes de la Terre. Alors attendez, qu'est-ce que le Moho? La discontinuité de Mohorovičić, abrégé Moho, merci, est la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre. Mais vous le saviez déjà. Mais vous le saviez déjà. Le Moho est la limite inférieure de la croûte continentale ayant une épaisseur comprise entre 20 et 90 km/h. Kilomètres, putain, j'arrive pas à lire ce soir. Épaisseur plus grande sous les chaînes montagneuses et de la croûte océanique ayant une épaisseur comprise entre 5 et 10 km. Le Moho est en moyenne situé à 35 km de profondeur. J'avais jamais entendu parler du Moho. Hein.
Mais alors attends, c'est pas pareil partout. Mais du coup, ça c'est des massifs montagneux. Donc forcément on est plus loin. Vous pensez qu'Étoile, il sait un truc pareil? Flo, est-ce que tu peux arrêter de perdre du temps sur des notions que tout le chat sait déjà, s'il te plaît? Pardon, excusez-moi, c'est vraiment du... C'est vraiment nul ce que je fais. C'est vrai que là, on rappelle vraiment des basiques, quoi. Là, c'est vraiment... C'est quoi? C'est niveau CE2, tout au plus. Tout au plus. Donc, il s'est arrêté à 12 262 mètres. Ok. Mais regardez, c'est vraiment des bâtards. Eux, ils ont fait 2289. Genre, ça se joue à pas grand-chose, vraiment pour dire « Ah, c'est nous qui avons la plus grosse ensuite ?» Donc, c'est le forage le plus profond de l'histoire, ainsi que l'endroit le plus bas du globe terrestre. La fosse Challenger, comparativement, atteint 10 911 mètres. Ok. La raison alors invoquée pour l'arrêt du forage est la fin de la guerre froide, donc je l'avais dit, en 1989. Cependant, les difficultés techniques rencontrées peuvent aussi avoir motivé ce choix du fait de la profondeur atteinte qui induit une très forte pression. Ah bon? J'ai très peur de regretter cette question, mais je vais quand même la poser. Comment se fait-il que la pression augmente quand on creuse au fin fond de la Terre? La gravité? Pourquoi la gravité? J'ai peur de poser une question où c'est vraiment la honte. Ok, vous vous moquez pas? Plus t'es proche du noyau de la Terre, plus la gravité est forte? Ouf, c'est oui. Bon, si vous répondez oui, c'est bon. Non, le chat. Le chat est débile. Méga non, putain. Je sais pas, parce que moi, je me dis, tu montes en haut d'une montagne, la gravité, elle est pas plus forte que quand t'es au niveau de la mer. Mais on est sur des hauteurs peut-être pas comparables à si on creuse vraiment très profondément sous la terre. Vous voyez? Elle est légèrement plus forte. Elle est plus faible si tu tombes. Si tu montes, pardon. Si tu tombes, putain. Non, même pas. Non, mais mettez-vous d'accord. Que diable, on essaie d'apprendre la culture, mais vous êtes des info-chatteurs compulsifs. C'est comme le principe de la pression aquatique. Plus t'as de l'eau au-dessus de toi et plus il y a de pression, pareil avec l'air. Oui, mais... J'allais dire, l'air, c'est moins lourd que l'eau, mais... Oh, j'ai l'impression d'être une dinde. Mais c'est moins dense le terme. C'est moins dense, ce que je voulais dire. La pression varie en fonction de l'environnement. C'est toi qui l'as écrit, Taka, ou c'est... Ah non, c'est pas toi. C'est Pierre Autreau. Alors, nous écoutons Pierre Autreau. La pression varie en fonction de l'environnement. Plus tu montes en altitude, moins il y a d'air. Ça, jusque-là, je maîtrise. Et donc, moins la pression exercée par l'air est forte. En revanche, plus tu creuses sous la surface de la Terre, plus la pression augmente. Cela s'explique par le fait que la masse de matière au-dessus de toi devient de plus en plus importante, ce qui exerce une pression croissante sur tout ce qui se trouve en dessous. Et bah voilà! Et bah voilà! C'est nickel ça! Ça, tout le monde a compris! Tout le monde a compris, voilà, c'est bien. Voilà, c'était une très très bonne explication. 10 sur 10. Thiro le GOAT. C'est logique en même temps. Bah, c'est typiquement le genre de choses où, quand on te l'explique, tu te dis, bah oui, c'est logique. Mais, ça méritait quand même qu'on nous l'explique. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais copier-coller ce message pour jamais l'oublier. Je vais le mettre au-dessus de mon lit, je pense.
c'est intéressant, hein. En vrai, c'est intéressant. Je vois pas le pin pour le dépin. Non, mais laisse-le. Laisse-le. Il est bien, ce pin. Il est bien, ce pin. Pour une fois que c'est pas un pin à la con... Non, pour le mot, en général, lorsqu'il y a des montagnes, la croûte est bombée dans les deux sens, aussi en profondeur. Grosse montagne égale... Attends. Grosse montagne égale croûte bombée en symétrie en dessous. C'est pour ça les différences de profondeur de mots. Ok, mais ça, c'est lié aux plaques tectoniques qui se sont superposées comme ça, non? Pour ça que la croûte est bombée? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ok. Ok, c'est bon. Ok, ça, c'est bon. On a quand même quelques acquis là-dedans. Comment ça, pas vraiment? Non, pas directement. Quoi? Oh non. Je sais que je ne sais rien. C'est plus l'isostasie. Non, mais ça, c'est évident, là. Tu dis des banalités qui prennent. Merci d'élever un peu le niveau, s'il vous plaît. N'empêche que quand on va parler de droit, vous allez moins faire les marioles. Hein. Ils sont où les vulgas scientifiques là? Bah ils écrivent. Là en fait, là c'est-à-dire que d'ici 3-4 minutes, on va recevoir des messages qui concernent la pression atmosphérique et la pression au niveau du noyau. Parce que tu vois, ils se relisent, ils se disent ah non putain j'ai pas utilisé le bon terme. Ensuite ils appellent un confrère pour savoir s'ils disent pas... s'ils font pas un raccourci et puis voilà. C'est... C'est quoi cette musique déjà? Ouais, Death's Door, c'est bien ce qui me semblait. Ok, très bien. Bon, et le forage, donc ça s'est arrêté avec la guerre froide. Non, 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 non. Ok, découverte scientifique. Le forage pénétra d'un tiers dans la croûte terrestre du bouclier scandinave. Que je savais même pas que ça existait, ce dos. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais... Le bouclier scandinave, bouclier baltique ou bouclier phénoscandien, est un bouclier majoritairement granitique couvrant la Phénoscandie, les pays baltes et le nord-ouest de la Russie. Il est issu du paléocontinent Baltica. Non mais au bout d'un moment, je veux dire, la culture je suis pour, mais jusqu'à un certain stade. Pensez à la question, elle va tomber. Pensez que ce sera au partiel. Merci Max pour le 31e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Erwan Aware, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Bergamot pour le 3e mois de sub. Merci Alpha Floyd pour le 32e mois. Bateau pour le 16e mois de sub. Phronopsis pour le 29e mois, merci beaucoup. Et merci Lazo pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. Eh ben... Non mais la géologie, j'ai décidé que c'était chiant de façon parfaitement arbitraire. Mais j'ai souvenir que les gens qui étaient en terminale S avaient un peu la même opinion que moi sur le sujet. Moi, je veux bien apprendre. Quoi? Bah oui, bah non, mais la géologie, en vrai, on s'emmerde. Moi, le seul truc qui m'intéresse dans la géologie, c'est savoir faire la différence entre du granit et une émeraude, tu vois. Et du quartz. Voilà, c'est tout. Vous allez pas me casser les couilles, d'accord? Parce que moi... J'ai grandi à Clermont-Ferrand, d'accord. Donc ma vie, mes sorties scolaires, c'était aller au puits de l'Amptégie, d'accord, ok, donc vous vous calmez. Donc moi, ma vie, ça a été de faire des sorties scolaires dans cet endroit, dans ce volcan qu'on a creusé pour qu'on nous dise « Regardez, on voit bien les strates, et ben là, en fait, c'est une couche de nanana... » Ça... Voilà, bon, hein. La chance. Ah ouais, de fou, ouais. Le cri du cœur. Non, mais je veux dire, notre chaîne des puits, elle est magnifique. En sortie scolaire, on va dans le seul qui est moche. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où ça saoule, tu vois.
Et en plus, dites-vous que, vous voyez, il n'y a pas un pet d'ombre. Bah là, t'es au soleil, t'as chaud. Pendant ce temps, on est en train de te dire, mais ça, c'est des dépôts d'une éruption volcanique qui date d'il y a plusieurs millions d'années. Et puis, intéressant, mais je vous rappelle, à cette époque-là, t'as 8 ans, quoi. Donc toi, tu penses au pique-nique. Mais je sais que les géologues, effectivement, quand je leur dis le puits de l'Amptégie, c'est un petit peu leur Disneyland à eux, quoi. Voilà. Mais en fait, si quand je vous montre ça, pour vous, ça vous évoque un peu un genre de Disneyland, je suis désolée, mais c'est peut-être pas moi le problème. Là, ce que je vous montre, c'est du porn, là, en fait, non? Casse-moi la géode. Non, mais je king shame pas, mais si, un peu quand même. Mais si, un peu quand même. Bon, bref, donc voilà. Bon, bref, next. Ensuite, donc, le forage. Pourquoi je lis ça, en fait? En vrai, c'est intéressant, mais est-ce qu'on a le temps de s'intéresser plus que ça sur le puits de cola? Je sais pas. Encore tellement de choses à apprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est tout cassé? Le projet s'est terminé fin 2005 par manque de financement. Tout le matériel de forage et de recherche a été démonté et le site en ruine est laissé à l'abandon depuis 2008, y compris les nombreuses carottes qui l'abritent encore, livrées aux éléments et mélangées hors de leur caisse. Excusez-moi, c'est quoi une carotte? Un légume, je vais vous casser la gueule, hein. Je vous jure, je vais vous casser la gueule, hein. C'est un échantillon de la Terre, ok. Mais le trou le plus c'est ça le trou le plus profond? Le forage lui-même soudé et boulonné. Genre ça a l'air tout petit, non? Parce que moi j'avais peur que... Je sais pas, moi je me suis fait un film, ils l'ont laissé à l'abandon, ils ont pas forcément sécurisé le périmètre. Un jour il y a un dude qui se balade comme ça et d'un seul coup il tombe de 15 km quoi. C'est pas de chance. J'ai envie de crever. Et je sais ce que c'est qu'un cénote, hein. C'est dans la dernière extension d'F14, ils fait mention de cénote où justement ils disent attention, c'est dangereux, il y a des trous, nan et tout. Allez, on arrête les photos. Allez, ça suffit. Allez. Allez. C'est trop l'angoisse là, c'est trop, j'en peux plus là. Bon, et du coup, j'ai vu un truc, quand j'ai tapé puits de cola, ça m'a mis un lien vers le puits de l'enfer, puits vers l'enfer. Et du coup, ça m'a un peu rendue curieuse, donc j'ai cliqué. Puits vers l'enfer. Le puits vers l'enfer est un forage sibérien creusé si profondément qu'il aurait percé l'enfer. Cette légende urbaine circule sur Internet depuis au moins 1997. Elle est d'abord attestée en anglais en 1989 dans une émission du Trinity Broadcasting Network, qui a repris l'histoire d'un journal finlandais.
Tripophobe, c'est pas la peur des trous. Moi, j'ai pas la peur des trous. Je suis à la fois claustrophobe et j'ai peur de l'eau. Donc toutes les cavités où il y a de la flotte, une grotte ensevelie sous l'eau, pour moi, c'est mon cauchemar. Ça concentre 2 phobies que j'ai. Donc attendez, j'avais jamais entendu parler de cette légende urbaine là. Les légendes urbaines, cela dit, les plus connues, il y en a peut-être des intéressantes à checker. Parce que les légendes urbaines, ça fait partie de la culture populaire, genre les crocodiles dans les canalisations de New York par exemple, vous voyez? Genre quel animal, ça pourrait être une question, tu vois, de culture G, quel animal a été aperçu, dit la légende populaire, dans les égouts de New York, tu vois. Les crocodiles. Quel animal descend la montagne mais ne peut la remonter? Le dahu, tu vois. Légende urbaine, ça fait partie de la culture finalement, tu vois. Le dahu, il descend pas, il tourne autour, non? Bah, je sais pas, Biker, si t'en vois un, tu me tiens au courant et tu me décris son comportement. Vous y avez cru au dahu quand on vous a expliqué ça quand vous étiez gamin ou pas? Parce que moi, oui, personnellement. Vous avez jamais entendu parler du dahu? Quoi? Attendez, on vous a jamais expliqué le dahu? Attendez, quoi? Bah. Vous avez jamais entendu parler avant maintenant? Quoi? Bah c'est bien simple, il y a un animal. Il a des pattes plus courtes d'un côté et des pattes plus longues que l'autre. Mais du coup, il peut pas remonter la montagne. Voyez? Parce que bah du coup, il est niqué, voyez? Et il peut que descendre la pente. Il peut pas la monter. Merci beaucoup Flonflon, merci beaucoup pour le raid, merci beaucoup, bienvenue à vous. On est en train de parler du dahu. Je révise pour la culture, pour le Culture Clash de Rayou. Merci beaucoup Johnny Poirot également pour le 38e mois. Merci Winona pour le 36e mois, pour les 3 ans, merci beaucoup. Merci Wazar pour le 3e mois de sub. Marajad pour le 2e mois de sub. Curipeka, merci beaucoup pour le 7e mois. Merci également à Elfron pour le 25e mois. Ulrich pour le 3e mois de sub. Guki Vae, merci beaucoup pour le 38e mois. Célia Typique pour le 27e mois. Et Ninja Poulet pour l'année de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Il peut monter ou descendre, mais qu'en tournant autour de la montagne dans le sens anti-horloge vu du dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Et ça, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Wolpertinger, c'est pas le mot que je cherchais. Ah, moi c'était Jackalope que je cherchais, moi. C'était le terme Jackalope que je cherchais. Un dahu norvégien. Bon, et alors le puits va l'enfer. Non, mais ça m'intéresse, c'est long. Il est 18, on a le temps de lire le puits va l'enfer. La légende et son origine. Donc, attendez, je reprends du début parce qu'il y a eu le raid de Flonflon entre temps. Le puits va l'enfer est un forage sibérien creusé si profondément qu'il aurait percé l'enfer. Cette légende urbaine circule sur Internet depuis au moins 97. Donc la légende veut qu'en 1989, quelques scientifiques soviétiques auraient foré un trou de 12,5 km de profondeur en Sibérie afin de percer une cavité. Mais ça a littéralement été le cas. Enfin, c'était pas en Sibérie, parce que je crois que c'était au nord. Le puits de Kola, je crois que c'était au nord. Attends, il est où le puits de Kola? Tu connais pas la porte des enfers? Bah si, mais c'est plus de la mythologie, ça, c'est autre chose. J'avais pas tapé photo puits de Kola. Vous voulez voir? Bon, cela dit, il y a très vite plus de lumière, quoi, hein, mais... Mais sur la carte, il est où?
Ah, il est au nord, là. Et ah, il est vraiment très, très, très au nord de la Russie. C'est plus un rabbit hole, là. Les portes des enfers, c'est des endroits où du gaz naturel brûle sans arrêt depuis hyper longtemps. Il y en a plusieurs dans le monde. Ah, moi, je pensais que vous faisiez référence à la mythologie, genre. Ah, je savais pas. Oui, le Styx et tout, moi j'étais là-dedans, moi. Et attendez, donc, la légende veut qu'en 1989, quelques scientifiques soviétiques auraient fourré un trou donc de 12,5 km de profondeur en Sibérie afin de percer une cavité. Intrigués par cette découverte inattendue, ils auraient descendu un microphone extrêmement résistant à la chaleur, ainsi que d'autres équipements sensoriels dans le puits. Au plus profond, la température aurait été de 1100 degrés, la chaleur d'une chauffe de laquelle prétendument les cris tourmentés des damnés auraient pu être entendus. Cependant, il sera révélé plus tard que l'enregistrement était en réalité une partie savamment remixée de la bande originale de Baron Vampire, un film italien de 1972, avec l'ajout de différents effets. L'Union soviétique a en réalité foré un trou d'environ 12 km de profondeur, le forage profond de Kola, localisé non pas en Sibérie, mais dans la péninsule de Kola, qui partage ses frontières avec la Finlande et la Norvège. Après avoir terminé le forage en 1989, les soviétiques ont trouvé quelques anomalies géologiques intéressantes, bien qu'ils n'aient signalé aucune rencontre surnaturelle. La température ayant atteint 180 degrés, tout forage profond a été jugé techniquement trop difficile. Ok. Mais en vrai, je crois que j'aime bien les légendes urbaines. Je trouve ça assez intéressant de voir comment ça se construit et tout, et que ça évolue en fait dans le temps. Des tabloïds américains ont ensuite publié l'histoire et des fichiers sonores. Les enregistrements de ces présumées supplications des damnés ont commencé à apparaître sur de nombreux sites internet. On peut écouter du coup? Est-ce que vous avez pas envie d'écouter les cris des damnés? Alors comment je trouve ça moi? Comment est-ce qu'ils l'ont appelé en anglais? Well to hell. Ok, well to hell. Tongue. Alors attends. Alors je sais pas laquelle c'est. Je pense que c'est ça. Hein. Donc c'est fake, hein, je vous précise. Ouais, c'est ça, je pense. Ok. Ok, donc là c'est l'histoire du microphone, nanana. Warning. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not C'est un film de vampire italien qui a été détourné, hein. Voilà, on rappelle. Hein. believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. And I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Oui, c'est une soirée du lundi, quoi. Oui, bah... Classique. Là d'ici 6 minutes, là. Oui, vous connaissez, c'est bon. Pas de surprise, la routine. On entend un dire mais Fred, bien sûr. Ok, donc ça c'est le bruit, c'est supposément le bruit des enfers des damnés. Ok, très bien. Donc ils ont diffusé les tabloïds américains, les trucs. L'hebdomadaire Weekly World News pourrait être considéré comme le premier communiqué américain sur le soi-disant puits de l'enfer. L'histoire a finalement fait son chemin jusqu'au Trinity Broadcasting Network, donc TBN, qui l'a diffusé sur sa chaîne, affirmant qu'elle était la preuve de l'existence littérale de l'enfer tel qu'il est enseigné dans la Bible. Ça me fait penser que, selon
les chrétiens, l'enfer se trouve où? Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une théorie où se trouve l'enfer? Genre... Charleville-Mézières. Ça dépend tellement. Dans mon cul. C'est chiant. Il y a plusieurs versions, il me semble. Bah ouais, j'aimerais bien avoir les plusieurs versions. Sous le volcan de l'Amptégie. Bon, vous savez pas où est l'enfer. Bah super. Bah, je vais mettre mon GPS sur Waze, on va trouver. Hein. On va trouver. Eij Rendalan, un professeur norvégien, entendit l'histoire sur TBN alors qu'il visitait les États-Unis. Dégoûté parce qu'il perçut être de la crédulité de masse, il décida d'enrichir l'histoire aux dépens de TBN. Il écrivit à la chaîne affirmant que s'il ne crut pas à l'histoire à l'origine, à son retour en Norvège, il en lut un compte-rendu basé sur les faits. Selon lui, l'histoire affirme non seulement que la damnation est réelle, mais également qu'une apparition faisant penser à une chauve-souris a traversé le ciel russe. Il traduisit délibérément de manière erronée un insignifiant article norvégien à propos d'un inspecteur en bâtiment et soumis à la fois l'histoire originale et la traduction au TBN, accompagné d'une lettre comprenant son véritable nom, son numéro de téléphone et son adresse, ainsi que son ami pasteur qui était au courant du canular et qui avait accepté de l'exposer à tous ceux qui cherchaient une vérification. Cependant, TBN n'a rien fait pour vérifier les allégations d'Eij Rendalan et a diffusé l'histoire en tant que preuve de la validité de l'histoire originelle. Ok. Et donc après, il y a eu plusieurs versions de l'histoire qui ont été publiées. En 1992, des tabloïds américains ont publié une version alternative de l'histoire qui aurait dès lors lieu en Alaska où 13 mineurs auraient été tués après que Satan soit sorti rugissant de l'enfer. D'autres histoires alternatives rapportent une prétendue histoire dans laquelle Jacques-Yves Cousteau aurait abandonné la plongée après avoir entendu des cris de gens dans la douleur sous l'eau. Par ailleurs, une autre histoire rapporte qu'un des hommes de Cousteau se serait évanoui de terreur après avoir entendu des cris dans une tranchée dans le triangle des Bermudes. Bouh. Bon. Je sais pas si on y croit, hein. Je reste circonspecte, hein. La musique est bien raccord, ouais. Hashtag Feldup. Ouais, faut que je travaille mon ton et mon élocution et on sera bon, hein. Ça m'arrive à chaque fois que je descends à la cave. Bon bah très bien, bon, on aura appris quelques petits trucs, hein. Légende urbaine, il y a quoi sur légende urbaine? Lieu où est censé se passer la légende urbaine des années 70? Du Bunnyman? Non. Un homme ou un fantôme déguisé en lapin qui attaquerait les gens de la région. Tout fait sens. Je voulais une liste de légendes urbaines, mais il n'y en a pas. Après, moi, cela dit, quand j'étais adolescente, il y a un truc auquel j'ai cru, c'était la Dame Blanche. Enfin, quand tu... Si, il y a... Ah bon? Parce que ça, c'est toutes les définitions et les explications et tout ça. Il y a un lien? Ah, liste des légendes urbaines. Comment ça, liste de bâtiments dont l'architecte se serait prétendument suicidé? C'est extrêmement précis comme page Wikipédia. C'est extrêmement précis. La première est très drôle.
Caserne Rossauer à Vienne, son architecte se serait tué pour avoir oublié les toilettes. Celles-ci existent bien dans la construction initiale, mais d'autres ont été ajoutées par la suite à grands coups. Donc côté... mais après, il y a pêle-mêle, il y a des légendes urbaines, mais il y a aussi des choses un peu des... Genre la Grande Muraille de Chine est visible depuis l'espace, genre... Je vois ce qu'ils veulent dire par légende urbaine, mais pour moi, c'est pas ma définition de légende urbaine. Pour moi, la légende urbaine, c'est tu cries, tu dis Bloody Mary devant un miroir, ou la Dame Blanche, ou l'histoire des enfers, etc. Là, c'est juste une idée, une idée reçue, quoi. La Grande Muraille de Chine est trop étroite et trop basse pour être vue à l'œil nu depuis la Station Spatiale Internationale. Il faudrait des jumelles très puissantes pour la distinguer. Dans la réalité, les seuls monuments construits par l'homme visibles depuis l'espace sont les pyramides de Gizeh en Égypte. C'est fou quand on y réfléchit. C'est fou quand on y réfléchit de se dire que les constructions plus récentes ne sont pas visibles depuis l'espace, mais des pyramides qui ont 3000 ou 4000 ans, oui. C'est quoi que tu m'as link, Billy? Liste d'idées reçues. Ah, bah nickel. C'est en version mobile, par contre. Alors, attendez. Ah! Un élève aurait répondu à un devoir de philosophie dont le sujet était « Qu'est-ce qu'un risque ?» par la seule phrase « Un risque, c'est ça », écrit au verso. Le risque était que le correcteur pense avoir affaire à une page blanche et note 0 sans penser à la retourner. Cette anecdote était en réalité issue d'un film de 1978, Le Pion. Ah, je savais pas. Plusieurs variantes existent également avec les questions suivantes. Qu'est-ce que le courage ou qu'est-ce que l'audace? Moi, c'est l'audace que j'ai entendu. Ah, mais je savais pas que c'était tiré d'un film. Vous le saviez? C'est pas le culot. Oh, il y a 1000 versions de ce truc, hein. Mais c'est comme... Il faudrait rajouter dans cette liste, je sais pas s'il y a, mais le prénom clitorine, là. Faudrait rajouter là-dedans aussi. Y a pas soirée du lundi? Si, je suis en retard, c'est tout. Ça, c'est vrai aussi. Si un élève de première meurt à l'approche du baccalauréat français, souvent en se suicidant, tous ses camarades de classe se voient dispensés de passer l'épreuve, laquelle est alors reportée pour eux l'année suivante. Mais oui, mais ça, j'y ai cru de fou, par contre. Le film Terminal de Francis Giraud aborde quelque peu ce sujet. OMG, c'est faux? Mais ce serait horrible? Bah oui, ce serait horrible, mais en mode la classe est traumatisée, donc ils peuvent pas passer le bac, tu vois. Comme si le prof a 10 minutes de retard, on a le droit officiellement de partir, ouais. Ah bon? Pardon, on y va après. Alfred de Musset et Georges Sand auraient eu une correspondance grivoise avec des poèmes dits acrostiches à caractère érotique. En réalité, il s'agit d'un canular monté par leur entourage après leur mort à la fin du 19e siècle. Et moi, j'étais persuadée qu'ils s'étaient écrit des trucs cochons. Pour moi, c'est pour... Ah, quoi? Mais j'étais persuadée qu'ils s'étaient écrit des trucs cochons, moi. Et puis quel genre d'entourage fait ça? Moi, je suis désolée, si je meurs, j'ai pas envie qu'on me fasse passer des trucs cochons que j'ai jamais écrits. Non? C'est étrange. Attendez, j'arrive, on va rejoindre les autres. J'arrive.